Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV pour une édition spéciale Covid-19. Dans quelques instants, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, sera en direct depuis Paris afin de répondre à nos questions. Aucun sujet ne sera éludé dans cette interview exclusive réalisée par Patrick Mignan et Kamar Boura. Restez avec nous sur Coésie car à l'issue de cet entretien, nous développerons toute l'actualité locale. Messieurs, bonsoir, vous avez la main. Annick Girardin, bonjour. Allô, Madame la Ministre, bonjour. Ah, j'ai pas la Ministre au téléphone. Là, ça a posé un problème. Est-ce que vous êtes avec nous, Madame la Ministre, bonjour. Donc, oui, dans un instant, Pierre, on devrait avoir Annick Girardin en ligne. Alors, c'est vrai que bon, ça marchait pendant les tests. Hein, ça marchait très bien. On était avec la ministre il y a quelques instants. Ouais. Effectivement, le temps de récupérer la liaison. Et puis, on va ensuite développer l'actualité locale avec aussi les sujets importants qu'on va évoquer avec la ministre. On va parler forcément d'éducation. Ouais. On va parler aussi des mesures qui sont mises en place, du matériel qui est arrivé à Mayotte, et de l'organisation aussi. Et puis l'actualité avec cette information j'allais dire de ces dernières heures, ça y est, c'est officiel. Il y a minimum un cas, voire 2 cas aux Comores de Covid-19. Quelles conséquences ça peut avoir sur Mayotte? En tout cas, est-ce que c'est ça qui inquiète réellement le gouvernement? On lui posera la question dans un instant, bien évidemment. Et par rapport aussi à ces 2 cas, c'est surtout aussi l'inquiétude, notamment des collectifs, qui pensent, Patrick, que aujourd'hui, Dekwassa Beach sur nos côtes. Et donc, alors qu'on nous avait même demandé que, bon, allez, c'est bon, qu'en pensez-vous? Aujourd'hui, on a quand même renforcé les moyens du côté du lagon pour empêcher, en tout cas, ceux qui vont en revenir. Le préfet nous l'a dit, il y a eu quand même 4 Kwassa qui ont été refoulés vers les Comores, mais la population s'inquiète par rapport à une entrée massive de ceux qui viendraient des Comores. Alors, Pierre, il faut le dire, on a reçu des dizaines et des dizaines de questions, énormément de questions. Beaucoup se ressemblent, beaucoup tournent autour des mêmes sujets. À quand des masques gratuits pour toute la population à Mayotte? Cette question elle a dû revenir au moins 15 fois. Beaucoup d'inquiétudes également de la part... Sur quel chiffre aussi? C'est une vraie question, parce que combien de masques faut-il? Combien sommes-nous à Mayotte? C'est une vraie question aussi qui est posée. Exactement, exactement. Et puis beaucoup de questions aussi sur la chloroquine. Vous savez qu'à Mayotte, les Mahorais sont habitués à la nivaquine et ont consommé de la chloroquine donc depuis des années, y compris à l'école. Et est-ce que on est réellement dans cette crise qu'on nous explique depuis si longtemps? Est-ce qu'elle est derrière nous? Est-ce qu'on est en plein dedans? Est-ce qu'elle est devant? Évidemment, c'est des questions qu'on va poser à Annick Girardin dans un instant. Avec notamment cet ordre des médecins qui dans un dernier communiqué, a expliqué que le pire pourrait rester à venir, notamment dans les Outre-mer. À Mayotte, on craint un pic dans 3 à 4 semaines. Ça, c'est les dernières informations qu'on a. On pourra faire le point avec la ministre, justement. Est-ce qu'elle a aussi les mêmes informations que nous? Est-ce qu'elle est en contact aussi, plus spécifiquement, avec les scientifiques sur les territoires ultramarins? C'est toutes ces questions qu'on va lui poser dans quelques instants. Et on reviendra, Pierre, forcément sur les déclarations du président de la République qui, il faut l'avouer, ont... j'allais dire, refroidi beaucoup de personnes qui l'ont écouté, 35 millions en France, beaucoup de personnes qui ont été refroidies parce que effectivement, un coup on nous dit il faut des masques, un coup on nous dit il faut pas besoin des masques, 3 semaines après oui il faut des masques mais pas que pour les soignants, pas pour tout le monde, et après on dit c'est tous ceux qui en ont on peut les prendre, je sais pas, on devrait l'avoir dans peu de temps, donc il y a une incompréhension de la part des gens, peut-être qu'il y a une erreur de communication, en tout cas le président l'a dit, il a dit il y a eu des ratés, il faut savoir le reconnaître, c'est lui-même qui le dit. Hein. Des failles, effectivement. Il a reconnu des failles. Alors, il parle effectivement au niveau national. Est-ce qu'à Mayotte, il y a eu les mêmes failles? Et puis aussi au niveau ultramarin, parce que c'est vrai que la ministre des Outre-mer va s'exprimer sur l'ensemble des Outre-mer. Elle va bien sûr faire un focus sur Mayotte, mais on va le voir notamment ensuite en développant l'actualité. On ira du côté de la Martinique, où là-bas aussi c'est compliqué. On sait qu'à la Réunion, c'est pas simple. Donc c'est dans l'ensemble des Outre-mer, une crise qui est finalement arrivée sans crier gare, j'allais dire, et qui avec effectivement des conséquences très importantes. Ça va être à nous dans quelques instants, juste le temps de lancer cette édition spéciale. Bonjour tout le monde, Madame la Ministre des Outre-mer, Annick Girardin, bonjour.
Bonjour. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Annick Girardin, on va rentrer dans le vif du sujet. Une question toute simple. Le fameux pic dont on nous parle, la crise dont on nous parle, est-ce qu'elle est derrière nous? Est-ce qu'on est en plein dedans ou est-ce qu'elle est devant nous? Je parle pour Mayotte. Très bien, mais je suis bien là pour parler aux Mahoraises et aux Mahorais, et merci de m'accueillir sur votre antenne. D'abord, peut-être rappeler rapidement la situation aujourd'hui sanitaire à Mayotte. C'est 152 cas actifs, c'est malheureusement 3 décès, c'est 15 hospitalisations, c'est 4 patients aujourd'hui en réanimation, et c'est important de le rappeler, parce qu'on guérit de cette maladie, 80 guérisants aujourd'hui. Alors, dans les territoires d'outre-mer, et notamment à Mayotte, il faut savoir que les mesures de confinement, comme toutes les mesures de restriction qui ont été appliquées au plan national, l'ont été tout aussi vite, et quelquefois même plus vite, dans les territoires d'outre-mer, et notamment à Mayotte, alors que l'épidémie n'était pas du tout au même niveau. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de réussir à faire face à cette épidémie qui se développe dans nos territoires d'outre-mer, mais qui ne nous a pas, pour l'instant, débordé dans aucun territoire, et pas à Mayotte non plus, puisque nous avons actuellement 16 lits disponibles. On peut aller jusqu'à 50 lits de réanimation. Il n'y a pas de saturation. Il y a 7 respirateurs qui sont en cours de livraison à Mayotte. Il y a des réservistes qui sont arrivés. C'est 20 réservistes qui sont là depuis le 14 avril et on va continuer puisqu'il y a 18 réservistes supplémentaires qui vont arriver en mai. Et donc, sur toutes ces mesures, ça nous a permis effectivement de faire face aux réalités au jour le jour du quotidien des Mahoraises et Mahorais de l'épidémie à Mayotte. Oui, Madame la Ministre, mais on nous parlait d'hécatombe. On nous disait ça va être une catastrophe. Est-ce que cette catastrophe, elle va arriver ou on l'a dépassée ou en fait on l'a évitée tout simplement? Alors, pour l'instant, vous savez, il faut toujours être très prudent et humble par rapport à cette épidémie dont on ne connaît pas grand-chose. Et on voit bien, y compris les scientifiques, que ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être pas dans 3 jours. Et c'est comme ça depuis le début de cette crise. Une crise française, une crise européenne, une crise internationale. Et on voit bien que les pays réagissent avec les moyens qui sont les leurs. La France a mis les moyens à sa disposition pour pouvoir, sur l'Hexagone comme dans les territoires d'outre-mer, répondre aux besoins. Dans les territoires d'outre-mer, on a une épidémie qui s'est développée beaucoup moins vite, mais surtout, on a mis du confinement beaucoup plus vite. Mais moi, j'ai voulu, bien sûr, interroger le Conseil scientifique. Il faut se rappeler que le Conseil scientifique vient s'intéresser à l'outre-mer à ma demande, parce que je pensais que c'était important. Nos territoires sont spécifiques. Les territoires sont spécifiques aussi parce que personne ne se ressemble et cet avis du Conseil scientifique qui a été rendu le 24 mars dit plusieurs choses. D'abord que les mesures engagées et développées ont été bien reçues et ont été effectivement mis en place dans les territoires ultramarins. Et un certain nombre de propositions d'ailleurs qu'ils font sur les quatorzaines par exemple ou sur les tests sont déjà mis en place, notamment à Mayotte, et je veux féliciter les équipes de la préfecture, de l'ARS, les élus des territoires qui se sont mobilisés pour qu'aujourd'hui, on ait quelque part ces faibles taux d'épidémie dans le territoire. Mais cet avis du Conseil scientifique, et je leur avais demandé de se pencher plus particulièrement sur Mayotte, parce que Mayotte a des risques épidémiques qui étaient plus importants que dans le reste des autres territoires d'outre-mer. D'abord parce que il y a cette question de l'immigration qui vient de Madagascar ou des Comores essentiellement, qui est une problématique qu'il faut prendre en compte également. Et puis Mayotte avec ses conditions de vie, d'habitat, les problématiques de l'eau, tout ça faisait que j'avais une préoccupation forte sur Mayotte et je suis heureuse de voir que cette préoccupation a été prise en compte. Alors c'est vrai que le Conseil scientifique dit que rien n'est gagné et qu'une vague est toujours possible. Et c'est pour ça qu'il faut rester hyper vigilant, rester confiné, avoir toujours les gestes barrières jusqu'à temps qu'on puisse effectivement faire autrement, c'est-à-dire à horizon du 11 mai, puisque ce que le président de la République souhaite pouvoir faire, même si ce qui est annoncé pour le national sera bon aussi pour les territoires d'outre-mer, mais il y aura toujours la possibilité d'avoir des spécificités selon les territoires et l'évolution d'ici le 11 mai de ce virus sur le territoire de Mayotte. Ça veut dire quoi, Annick Girardin, qu'on pourrait avoir une décision différente avant le 11 mai ou après le 11 mai que les décisions qui seront prises pour la métropole, en fonction de ce qui se passe à Mayotte?
Alors, le travail qui est commencé aujourd'hui au plan national, Oui. puisque le président a donné effectivement, a fait une demande auprès du gouvernement, c'est qu'on travaille chacun sur nos thèmes et qu'on puisse préparer cette période du 11 mai où petit à petit l'activité, la vie des gens va reprendre un peu différemment. Il n'y aura jamais une vie comme avant, hein. Il faut qu'on apprenne à vivre avec ce virus, tant qu'on n'a pas trouvé un vaccin, tant qu'on n'a pas trouvé les traitements adéquates. Donc c'est ce qu'on est en train d'organiser, bien sûr en concertation avec les ARS et les préfets des territoires d'outre-mer. Nous ferons aussi des propositions, bien entendu, pour Mayotte dans les semaines qui viennent. Ce qui est important à savoir pour l'instant, c'est ce qui a marché, c'est le confinement. Ce qui marche, c'est les gestes barrières. Vous Ce qui trouvez marche, c'est les vraiment que le 14 et confinement la a marché, limitation, Madame la la Ministre ? suppression des vols à Mayotte arrivant avec des passagers. Et bien sûr, c'est ce qu'a justifié d'ailleurs d'autres types de moyens, ponts aériens, etc. On pourra y revenir. Voilà ce que ça veut dire. Vous savez, moi, je n'ai pas la science infuse, je suis pas médecin. Ouais. Je cherche à protéger les populations le plus possible pour freiner cette épidémie et de manière à ce que nous passions les étapes petit à petit sans avoir de trop gros dégâts. Alors, Annick Girardin, ça c'est de l'actualité. Hier et aujourd'hui, c'est officiel. Il y a au minimum 2 cas de Covid-19 aux Comores. Ça a été validé par nos médecins et nos radiologues ici à Mayotte. Est-ce que ça change la donne pour notre département si effectivement les Comores sont vraiment touchés par le Covid-19 ? Alors oui, il y a eu notamment dans les retours des Comores, vous savez que les Mahorais sont rentrés chez eux en grande partie et c'est normal et nous les avons aidés à revenir à la fois de Madagascar ou les derniers en provenance des Comores et dont effectivement les derniers arrivés à destination des Comores, il y avait effectivement un cas positif. C'est ce qui montre qu'il est utile de mettre en place les 14e, il est utile de faire les tests sur toute personne présentant des symptômes, et c'est ce que nous faisons, et nous avons donc pu repérer effectivement ces cas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement aujourd'hui les Comores ont donc très certainement le virus qui circule dans leur territoire. Alors oui, il faut qu'on soit extrêmement vigilant, et on va mettre un plan d'action qui consiste à accroître la présence en mer des intercepteurs, à solliciter le soutien des forces armées à terre et en mer, en clair, à être encore plus prudent et à anticiper l'arrivée de Kwassa qui viendrait effectivement des Comores, ayant peut-être l'envie d'être mieux protégés à Mayotte qu'aux Comores. On va déjà mettre en place le nouveau intercepteur. Il y en a un supplémentaire qui vient d'arriver juste à Mayotte pour l'opération Chicondra. Il est arrivé hier, il a été livré hier. On va mettre toutes les forces en mer et à terre pour faire en sorte effectivement que dans ce moment difficile de la lutte contre le Covid-19, on ne lâche rien sur la lutte contre l'immigration illégale et l'arrivée de Kwassa. La question que tout le monde se pose, et vous allez le voir dans les questions des auditeurs et autres téléspectateurs et internautes de Kwezi, c'est les masques. À quand on aura des masques pour tout le monde, pas que pour les soignants, pas que pour les policiers, pour la population, des masques. Beaucoup de gens veulent utiliser les masques, même si on nous a dit à une époque que c'était pas nécessaire. Là, on commence à nous dire que il y a eu des failles, pour reprendre les termes du président de la République, et ces failles, elles sont aussi au niveau des masques, j'imagine. Ah bah, la France n'avait pas et n'a pas encore suffisamment de masques à la date où nous parlons. C'est d'ailleurs pour ça que le président de la République parle de mesures différentes à partir du 1er mai, parce que nous serons au rendez-vous du chiffre et de besoin de masques aujourd'hui souhaités pour la France, comme pour, bien sûr, à l'intérieur de la France, les territoires ultramarins. À Mayotte, nous avons aujourd'hui une réserve de 226 000 masques adultes et enfants, et là c'est le stock habituel géré par l'ARS pour le milieu hospitalier, pour certains libéraux, pour certaines personnes qui accompagnent les personnes à domicile notamment. C'est la même doctrine qu'au plan national. Il y en a 250 000 à nouveau en route qui vont arriver de la Réunion très très vite. Mais le niveau de masques que l'on veut atteindre, c'est-à-dire des masques pour tous, c'est une réponse collective. C'est quoi cette réponse collective? L'État assumera et assurera toujours la présence de masques pour les soignants et les métiers à risque auprès des populations. Ensuite, il y aura une deuxième série de masques qui ne sont pas des masques
chirurgicaux, ni FFP2, mais qui sont des masques aujourd'hui validés, agréés, qui viendront pour l'ensemble des professionnels qui seront en contact avec les populations. Et ceux-là, ils sont soit fournis par l'État, soit achetés par les entreprises pour être donnés à leurs salariés, soit encore en vente libre, puisque c'est bien l'idée, c'est pas l'État qui fournira les masques à tous, l'État fournira les masques pour ses compétences à elle, les entreprises, les collectivités joueront également le jeu. Des masques peuvent être fabriqués par les gens eux-mêmes, et dans les territoires d'outre-mer, tout le monde sait coudre, tout le monde sait pouvoir aujourd'hui créer ces masques. Il y a des aujourd'hui sur les réseaux suffisamment de modèles pour qu'on soit opérationnel le plus vite possible. Mais Madame la Ministre, pourquoi les pays voisins, je pense notamment à Madagascar, ils arrivent à avoir des masques dans la rue, on voit les gens avec les masques à Madagascar, à Maurice, aux Seychelles, à Rodrigue, on voit donc des petits pays, a priori pas la 5e ni la 6e puissance mondiale, Madagascar fait partie des pays les plus pauvres du monde, et ils ont des masques, ils ont du gel hydroalcoolique. Pourquoi en France, et notamment à Mayotte, on n'arrive pas à se mettre au moins à ce niveau-là? Non, mais je peux absolument pas vous laisser dire ça. C'est absolument faux. Je suis désolée. En France aussi, y compris dans les rues de Mayotte, il y a des gens qui ont des masques et qui ne devraient pas en avoir. Oui, il y a des gens qui ont su comment en prendre. Et quand on regarde la consommation des hôpitaux aujourd'hui, partout, on voit bien que la consommation, elle n'est pas que dans les hôpitaux. Et donc, oui, il y a eu des masques qui ont circulé et qui sont à la disposition de certaines personnes. Ouais. Mais je suis absolument désolée de vous dire, aucun pays, même aujourd'hui, effectivement, la Chine, qui produit beaucoup, est à la hauteur de toute sa population. Donc non, ce n'est pas vrai. Et oui, effectivement, peut-être qu'il y a des gens dans les rues avec des masques, y compris dans nos territoires ultramarins, qui sont produits. Il y a des commandes qui ont été faites par certaines collectivités, certaines grosses entreprises. Il y a des lots qui ont été libérés, qui existaient au sein de l'administration, au sein des différents pays que vous évoquez, avec des réserves, effectivement, de prudence que la France a pour mettre en place, effectivement, ce système. La France n'est pas seule, peut-être, dans l'échec des masques, puisque ce combat, il a été perdu dès le départ, des choix avaient été faits antérieurement. Ouais. Eh bien, le 11 mai, on sera à la hauteur des besoins. Et surtout, n'essayez pas de comparer la France aux autres pays, parce que on est loin d'être mauvais. Oui. On est même en mesure, sous peu, peut-être d'en aider d'autres. Il y en aura besoin de toute manière, ça c'est clair. Madame la Ministre, la chloroquine, on va en parler. Pourquoi? Parce qu'aux Comores, à Mayotte, nos enfants ont été bercés par la nivaquine, la chloroquine d'une manière générale. Et on a le sentiment, est-ce que c'est pas ça qui explique, peut-être, je sais pas, on n'est pas scientifique, mais est-ce que ça expliquerait pas le fait que on ait moins de cas à Mayotte que ce qu'on aurait pu imaginer? Est-ce que la chloroquine ne serait pas efficace à Mayotte vu qu'elle a été pour le palu? Alors, les essais sont en cours. Oui. Moi, je suis pas médecin et j'évite de réfléchir tout haut. Et je crois qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent tout haut, y compris ceux qui n'ont pas quand même le background suffisant pour le faire. Donc moi, je ne le ferai pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a des essais, de nombreux essais aujourd'hui en France, en Europe, dans le monde. Certains ont apporté quelques réponses, mais vous pouvez voir aujourd'hui qu'il n'y a absolument aucun traitement, nulle part, qui a été validé. Et dès que effectivement un traitement sera validé, et encore une fois, les essais cliniques sont en cours, j'espère que d'ici une semaine maximum, nous aurons un certain nombre de réponses sur certains essais, auxquels participent d'ailleurs certains territoires ultramarins. Il y a même des essais aujourd'hui européens qui avancent, auxquels effectivement Mayotte devait participer, comme d'autres territoires ultramarins, mais comme on n'a pas assez de cas, eh bien on ne peut pas y participer. C'est une bonne nouvelle dans un certain sens, et donc on n'a pas de réponse claire sur ce que vous dites. Oui, c'est vrai que la chloroquine est un médicament qui est utilisé pour le palu, oui, c'est un élément que nous avons, mais je n'en sais rien de plus. Madame la Ministre, l'école, on va en parler parce que ça va avec le déconfinement, bien évidemment. On a évoqué cette date du 11 mai, le président de la République l'a dit clairement. Certes, le préfet l'a rappelé, le préfet Colombet l'a rappelé en disant que c'est une date à gagner, c'est pas gagné d'avance, mais imaginons, on y est au 11 mai, le déconfinement se met en place. Comment il se met en place? Comment nos gamins vont à l'école? On nous dit que c'est par priorité, au niveau social notamment, mais ici, à Mayotte, c'est des priorités partout. Comment ça va se passer?
Les priorités partout à Mayotte, et vous savez combien j'ai été sur le terrain de Mayotte et combien j'étais aux côtés des Mahoraises et des Mahorais, comme peut-être personne ne l'a fait jusqu'à aujourd'hui, avec des réponses sur toutes les problématiques de Mayotte. Aujourd'hui, la crise du Covid-19 met en évidence ce que nous savions tous, et ce pourquoi il y a eu un plan, plusieurs plans d'ailleurs, le plan pour 2018 pour faire suite à la crise, et puis ensuite le plan de convergence et de transformation avec des moyens. Alors là, on a une crise qui s'ajoute à tout ce que l'on savait déjà. Vous le savez, les écoles ont un rôle extrêmement important à Mayotte en matière d'égalité, de plus de justice sur le territoire. Par exemple, la problématique alimentaire, on voit, en grande partie touche les enfants aujourd'hui parce que puisqu'ils ne vont plus à l'école, ils n'ont pas le minimum de repas qu'ils pouvaient avoir avant. Et puis, il faut éviter d'avoir un trop gros nombre d'enfants en échec, rajouter de l'échec aux difficultés déjà existantes à Mayotte. Mais soyons clairs, le 11 mai, tous les enfants de Mayotte ne retourneront pas vers l'école. Il est évident que le préfet, avec le recteur, avec l'ARS, mais au plan national, nous faisons pareil. Jean-Michel Blanquer est à la manœuvre. Nous réfléchissons bien sûr au plan national à ce qui doit être fait, mais nous avons aussi des réflexions locales. Il n'y a pas de rentrée si les conditions sanitaires ne sont pas satisfaisantes. Donc la date du 11 mai, il faut la garder comme un horizon qui est donné pour commencer à remettre les choses en route, pour commencer à vivre avec ce virus, parce qu'il va être là encore un moment. Mais en même temps, ce n'est pas la date où tout recommence comme avant. Ce n'est pas vrai, c'est un début. C'est la date qui permet effectivement d'accompagner l'ensemble des territoires en donnant les conditions sanitaires de retour à l'école. Les enseignants l'ont dit ce matin, en tout cas les syndicats d'enseignants, que ce soit du premier degré ou du second degré, nous ne ferons pas du gardiennage pour laisser la possibilité aux gens d'aller travailler et de relancer l'économie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si effectivement l'école n'ouvre pas pour tout le monde, les parents ne pourront pas aller travailler. On est dans une impasse là. Non, mais c'est pareil pour le retour à l'emploi. Bien Tout sûr, ne se fera pas le 11 mai. L'ensemble de l'île ne se remettra pas d'un claquement de doigts le 11 mai en route. Faites confiance à ceux qui aujourd'hui ont conduit le pays d'une bonne manière, et je pense effectivement aux élus du territoire, je pense au président de département, au maire, je pense au service d'État avec le préfet, à l'ARS, le recteur. Tous ces gens ont fait passer ce moment très difficile de manière... je crois aujourd'hui pouvoir le dire, et on verra si l'avenir reste comme ça, et je le souhaite, de manière à faire en sorte que ce virus ne vienne pas détruire complètement le territoire. On aurait pu le penser, vous l'avez vu encore d'ailleurs dans les annotations du Conseil scientifique. Moi, je joue la différenciation. Mon rôle à moi dans ce gouvernement, c'est de faire en sorte que les décisions nationales prennent bien en compte les territoires d'outre-mer et leurs spécificités. C'est mon rôle, et la différenciation se jouera. Les conditions de sécurité doivent être données aux enseignants comme aux enfants. Vous savez, la meilleure manière de bloquer une épidémie, ce sont les gestes barrières. Ce sont des gestes barrières qui permettent effectivement, si on les applique régulièrement, et notamment dans les écoles, de se protéger de ce virus. Et donc, il faut continuer. On continuera avec des gestes barrières, avec des relations sociales plus détendues, quand même encore longtemps. Donc, je comprends l'inquiétude des parents. Je comprends l'inquiétude des enseignants, puisque on leur disait, il faut un confinement strict, il faut des quatorzaines strictes qui vont rester d'ailleurs, parce que ça nous protège de l'extérieur. Et là, on leur dit, il faut commencer à voir autre chose. Alors que la première des peurs, c'est une peur qui fait que ce virus pourrait effectivement gagner du terrain. Je la comprends. Et cette peur, ou du moins cette gestion de l'épidémie, nous l'avons bien prise en compte et nous continuerons à la prendre en compte. La deuxième peur, c'est de dire est-ce qu'on va se relever de cette catastrophe également économique. Et est-ce qu'il y a un moment où il ne faut pas aussi commencer à vivre et à revivre sur le territoire, même si la priorité des priorités, c'est bien la santé et c'est bien la protection des populations. Et donc, peut-être d'ailleurs que le 11 mai, c'est d'abord les adultes qui recommenceront à aller travailler. Et ensuite, les élèves prendront le chemin de l'école. Je ne le sais pas. Je ne sais pas. Qui va garder les gamins? Nous avons 2 semaines. 2 semaines. Le président de la République nous a donné 2 semaines pour proposer un plan national et qu'il soit effectivement également mis en place dans chaque territoire ultramarin. Ouais.
Madame la ministre, puisqu'on parle économie, on va rentrer dans le vif du sujet de l'économie. Il y a cette aide qui est proposée par l'État, le gouvernement, de 1 500 €. À ça, le conseil départemental rajoute 2 000 € pour les entreprises qui sont éligibles. Vous le savez mieux que quiconque, 80% des entreprises ici à Mayotte sont des TPE, des très petites entreprises. Plus de 50% de ces entreprises n'ont pas payé les salaires du mois de mars. Les autres 50% ne pourront pas payer les salaires du mois d'avril. Ils sont tous en retard au niveau des charges, donc inéligibles à cette aide de 1 500 €. Est-ce qu'on peut imaginer une dérogation particulière pour que ces entreprises ne meurent pas d'ici 15 jours? Elle est déjà existante, monsieur. Elle est déjà existante. Bruno Le Maire l'a rappelé. La première aide de 1 500 € n'a plus de conditions. Et j'avais déjà décidé, pour Mayotte, comme pour d'autres qui ont connu des crises, et notamment la crise de 2018, que nous passerions au-delà de cette contrainte à partir du moment où ces difficultés étaient déjà liées à la crise de 2018, où on a accompagné les entreprises, où chacun commençait tout juste à se remettre. Eh bien, nous continuerons à les accompagner pour que toutes les entreprises puissent toucher ce 1 500 €. Après, il y a effectivement la possibilité d'avoir plus, avec l'aide du département, de l'engagement effectivement aussi des assurances. Aujourd'hui, l'aide État va jusqu'à 5 000 € et non plus 2 000 €. Et pour les entreprises qui ont un salarié au mois et qui ont un chiffre d'affaires, qui ont perdu 50% de la moyenne de l'année précédente. Hein, parce que vous voyez bien que les aides de l'État, et il faut dire que c'est comme ça qu'on doit avancer, l'État a très vite réagi. Il n'y a pas un plan économique aussi complet, aussi fort que celui de l'État français. Et ça, je veux le redire ici, c'est 110 milliards d'euros aujourd'hui que l'État met pour aider les entreprises, toutes les entreprises, mais aussi les familles. Et on pourra en reparler. Je vous rappelle qu'il y a aussi le chômage partiel. Et alors, je vais vous dire les chiffres de Mayotte pour dire que ça fonctionne et que c'est déjà en place. On a aujourd'hui 792 entreprises en chômage partiel à Mayotte. Ça fait 7 800 salariés. Ça fait 3,4 millions d'heures de travail qui déjà sont pris en charge. C'est pas suffisant. Chômage partiel, il faut qu'on aide les entreprises à pouvoir rentrer dans le dispositif. C'est des remboursements très rapides. Ce qui veut dire que si on pouvait faire les salaires de mars, très vite les salaires de mars seront remboursés pour permettre ceux d'avril. Ensuite, il y a 10 millions d'euros de prêts garantis par l'État qui ont été accordés à 75 entreprises à Mayotte. C'est encore insuffisant, il faut mieux les accompagner. Il y a 173 demandes au fonds de solidarité qui ont été accordées, donc ces fameux 1 500 €. Et il y a 2,5 millions d'euros de report de charges fiscales et sociales qui ont été accordées. C'est 83 demandes qui ont été satisfaites. Là aussi, il faut faire plus. C'est 1,8 million d'euros de déductions douanières ou de moins de charges douanières qui ont été reportées. Vous l'avez dit, le rôle du conseil départemental qui est important. Et puis, il faut que tout le territoire consomme localement, y compris d'abord les collectivités et l'État qui apprennent et réapprennent à faire tourner les entreprises locales. Ça marche pas suffisamment, mais c'est branché. Les tuyaux sont branchés. Ouais. Les premiers résultats sont là. Il faut que tout le monde puisse en profiter. Et il va falloir aussi penser à sauver ce qui est sauvable. Je pense notamment au BTP. Il y a des entreprises aujourd'hui qui sont à deux doigts de mettre la clé sous la porte. Je pense notamment à la société IBS où il y a 350 salariés qui risquent de se retrouver à la rue sous peu. Est-ce que là aussi il n'y a pas des priorités à mettre en place ? Mais bien sûr, c'est pour ça que je travaille avec les préfets pour que le FEI, pour que le fonds d'investissement pour les territoires d'outre-mer, le fonds exceptionnel d'investissement, pour que les contrats, les crédits du contrat de transformation et de convergence puissent vraiment être lancés, que les marchés soient lancés. Et pour que les marchés soient lancés, il faut que chacun, aujourd'hui, puisse effectivement commencer à penser au retour au travail dans des conditions effectivement de sécurité, et que le BTP puisse être relancé rapidement. Bien sûr qu'on a conscience de tout ça. Bien sûr que c'est mon rôle. C'est celui aussi du préfet sur le territoire avec le département, de faire en sorte que on puisse très vite relancer des marchés, que la matière première puisse arriver, que les gens puissent se remettre sur leur chantier en portant effectivement des masques, en respectant les distances, en respectant les gestes barrières. Vous savez, Muriel Pénicaud a mis en ligne des fiches techniques sur comment reprendre l'activité pour chaque secteur dans de bonnes conditions sanitaires. Et il faut que ce soit ça qui se fasse
qui se préparent dans les jours qui viennent pour qu'après le 11 mai, nous puissions effectivement relancer la machine. Madame la ministre, vous le savez, vous êtes venue souvent à Mayotte, les musulmans de Mayotte, c'est-à-dire 98% de la population, s'apprêtent à vivre un ramadan un peu particulier, où il n'y aura pas ces moments de partage et de rupture du jeûne entre amis, en famille, il n'y aura pas ces prières collectives. Quel conseil vous pouvez donner aujourd'hui à toutes ces personnes qui vont faire un ramadan un peu particulier ? Alors vous savez, moi je donne pas de conseils. Je vérifie qu'il y a bien eu le travail qui est fait sur le territoire. Et je veux ici remercier le préfet d'avoir mis un groupe de réflexion en place qui a émis des recommandations, bien sûr, et je veux remercier les autorités religieuses, et notamment le Grand Cadi, qui fait partie de ce groupe de travail et qui a fait des propositions de comment on peut vivre le ramadan en restant confiné, avec bien sûr un approvisionnement des populations, un ravitaillement du territoire qui puisse se faire pendant ce ramadan, des messages télévisuels dédiés pour la protection des populations contre le Covid-19 pendant le mois de ramadan seront diffusés en français, en shimaoré, de manière à ce que les choses se passent bien. Il faut être prudent. Vous le savez, le premier cluster aujourd'hui qui est arrivé dans l'est de la France et qui d'ailleurs a touché la Guyane par ricochet, c'était bien un rassemblement religieux. Chacun sait aujourd'hui qu'il faut vivre son ramadan en tenant compte de toutes les protections qu'il faut mettre dans le cadre de ce Covid-19. Et encore une fois, remercier ce groupe de réflexion qui rassemble les autorités du territoire, les autorités religieuses et l'État. La réouverture des marchés alimentaires pour le ramadan, ça a été annoncé par le préfet, mais là aussi on s'inquiète. Les fruits, les légumes qui vont être achetés vont être touchés. Forcément, on sait, vous êtes venu, Annick Girardin, à Mayotte, vous savez très bien que tout le monde n'aura pas les mains archi-propres pour prendre une tomate, pour prendre un ananas ou un régime de bananes. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de la réouverture des marchés alimentaires pour le ramadan? Alors, vous savez, plusieurs marchés alimentaires sont restés ouverts parce que c'était possible. On a décidé de fermer les marchés qui ne répondaient pas ou qui ne mettaient pas en place les règles de sécurité. Dans toute la France, dans les territoires d'outre-mer comme dans l'Hexagone aujourd'hui, il y a des marchés qui fonctionnent. Ils fonctionnent avec ces règles. Et donc, je veux croire, et j'en suis certaine, que les autorités locales ont fait en sorte que la réouverture des marchés se fasse dans de bonnes conditions. Mais oui, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il faut avoir du gel ou avoir la possibilité de se laver les mains très régulièrement. Mais oui, nous avons essayé de répondre aussi à la question de l'eau, et vous le savez, en mettant en place un certain nombre de rampes d'eau, et il y en a 12 qui doivent s'installer effectivement assez rapidement. L'objectif, c'est d'en avoir un par village, et là aussi, c'est une réponse que nous devons apporter. Mais je crois que chacun aujourd'hui a compris qu'il avait sa propre responsabilité, se protéger pour protéger les autres. Et il y a des choses qui peuvent se faire dans un marché à l'air libre aujourd'hui, que ce soit à Mayotte ou ailleurs. Chacun a compris les risques qui sont pris et chacun doit s'adapter à une manière différente de venir sur un marché et de consommer sur un marché. Forcément. Il est 19h32, Madame la Ministre. C'est l'heure de donner la parole à Kamar Bourra, c'est lui qui a reçu tous les courriers, toutes les questions. Il y en a des dizaines et des dizaines, alors on ne les posera pas toutes, mais il en a fait une synthèse. Kamar, beaucoup de questions pour la Ministre. Beaucoup de questions. Bonsoir, Madame la Ministre. D'ailleurs, on va commencer avec un parent, donc un père qui est inquiet par rapport à ses enfants qui sont étudiants en métropole. Alors, on sait que les étudiants métropolitains ont été invités à rentrer chez eux et les étudiants ultramarins sont confinés dans les sites universitaires. Alors, sa question est de savoir les aides qui sont prévues pour ces étudiants ultramarins, notamment les Mahorais, seront de combien? Et est-ce qu'aujourd'hui, les élèves boursiers et non boursiers, dont les parents aujourd'hui sont estimés sont des fonctionnaires et les enfants ne peuvent pas toucher des bourses. Est-ce qu'ils sont aussi concernés ou pas? Alors, vous savez, cette préoccupation des étudiants, je l'ai depuis le début. D'abord, je leur ai demandé, et je veux tous les remercier, de ne pas entrer dans les territoires d'outre-mer parce qu'ils étaient des vecteurs de transmission possibles. Ils ont joué le jeu, ils ont tous joué le jeu. Ils ont entendu aussi le président de la République dire que les cours ne reprendraient pas à l'université. Et donc, depuis, nous travaillons sur un plan étudiant à plusieurs niveaux.
et il sera lancé demain. Donc Mayotte, on a la primeur. Demain, plusieurs actions seront menées. La première, c'est de faire appel à un certain nombre d'associations ici en métropole pour accompagner effectivement ces étudiants. Pourquoi accompagner ces étudiants? Parce que le ministère de l'Enseignement supérieur a mis en place 4 aides à destination des étudiants, qu'ils soient ultramarins ou pas, et que pour simplifier l'accès à toutes ces aides, les associations pourront venir en aide. Et ce travail sera fait en partenariat à ma demande avec la DECVI, c'est-à-dire le délégué interministériel. Nous allons aussi lancer un grand recensement des étudiants. Vous savez, aujourd'hui, en métropole, en règle générale, en métropole, il y a 40 000 étudiants venant des territoires ultramarins. Je ne sais pas aujourd'hui combien sont rentrés et combien ne sont pas rentrés. Donc la première de mes démarches, c'est de faire un recensement et de voir avec ces étudiants qui veulent rentrer, comment, sous quelle forme, parce qu'ils ont des examens. Certains auront des examens en présentiel, d'autres à distance. Est-ce que rentrer dans leur territoire est raisonnable? C'est eux qui devront le décider. Ça va être de leur responsabilité de faire le choix de rentrer ou pas. Ce qui est clair, c'est qu'ils seront tous prévenus qu'ils auront une 14aine stricte à faire avant effectivement de rentrer sur le territoire ou une fois être rentrés sur le territoire, qu'ils auront également des tests et que nous allons nous organiser pour leur permettre de rentrer dans les mois qui viennent sur leur territoire, mais de manière coordonnée et de manière à ce qu'il n'y ait pas de transmission du virus avec le retour des étudiants. La problématique étudiant, je l'ai bien en tête, je l'ai même en pratique. Kamar, encore une question. Oui, donc bon, on attendait en tout cas la réponse, Madame la Ministre, sur les élèves boursiers et non boursiers par rapport à ces aides. Mais on va continuer avec les questions des auditeurs, Madame la Ministre. Tout le monde est d'accord à Mayotte pour dire que le confinement n'est pas respecté. Le préfet a décidé que oui, pendant le mois de Ramadan, il y aurait bien évidemment des commerces concernant l'alimentaire qui seraient ouverts. Aujourd'hui, il y a des collectifs, même des citoyens qui ont porté plainte contre le préfet, contre l'ARS, contre Madame Dominique Voynet. Est-ce que vous comprenez la colère de ces citoyens? Est-ce qu'aujourd'hui, le non-respect du confinement, on peut ouvrir ces commerces alimentaires? Alors vous savez, le confinement à Mayotte, il est largement respecté. Franchement, quand on connaît les possibilités d'hébergement à Mayotte, tout le monde n'a pas sa maison indépendante avec un morceau de cour. Hein, et vous savez que j'ai parcouru tout Mayotte. Et donc, le confinement, de mon point de vue, et de tout ce que j'ai pu voir, que ce soit en images ou dans les comptes rendus, j'estime que dans les conditions de vie de Mayotte, on a eu malgré tout un confinement qui a été respecté. Et je peux vous le dire si je le compare à bien d'autres territoires, y compris à l'Hexagone. Après, je peux comprendre qu'il y ait une inquiétude. Oui, il faut accompagner le Ramadan, parce que si on ne l'accompagne pas, il se fera de toute manière. Et il se fera de manière désorganisée. Dans cette partie de vie que nous avons, avec cette épidémie, cette pandémie qui nous touche tous, vous savez, c'est la première fois qu'une pandémie internationale bouleverse l'ensemble des pays du monde. Et chacun apprend petit à petit. Et il faut savoir avoir aussi un accompagnement de tous les niveaux, sur ceux qui sont les plus faibles avec des aides alimentaires, sur ceux qui veulent respecter leur religion, pour ceux qui sont les plus démunis, pour ceux qui n'ont pas d'eau, pour ceux qui ont besoin de retourner à l'école. Et vous savez, souvent, quand je regarde qui porte plainte ou qui s'inquiète, c'est souvent ceux qui ont les meilleures conditions. Kamar, encore une question. Oui, concernant... Rapidement, parce que je voudrais qu'on arrive à en poser un maximum à la ministre. Hein. Concernant les écoles privées, Madame la Ministre, parce que il y a des parents qui s'inquiètent, on a demandé aux entreprises privées, en tout cas, de commencer à faire les démarches pour obtenir les aides de l'État et du département. Il y a des parents qui s'inquiètent parce que les écoles privées leur demandent de payer ce qu'on appelle la cotisation annuelle ou mensuelle. Aujourd'hui, ces parents se retrouvent en activité partielle, donc n'ont pas forcément les moyens de payer les écoles privées. Est-ce qu'il n'y a pas d'aide qui concerne directement ces écoles privées pour qu'ils arrêtent de demander, par exemple, aux parents qui n'ont pas d'activité de payer? Vous savez, quand on met ses enfants dans les écoles privées, on sait pourquoi on le fait. Et on sait quelles sont les conditions. Donc non, aujourd'hui, sauf à ce que, effectivement, l'éducation nationale travaille sur ce sujet, et c'est une question qu'il faut poser à Jean-Michel Blanquer, il n'y a pas ce type d'aide qui est mis en place. Et vous savez, souvent, les écoles privées, ceux qui ont mis leurs enfants dans les écoles privées, pouvaient effectivement ne pas savoir qu'ils allaient perdre leur emploi. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens à Mayotte sont effectivement en chômage partiel, donc ils ont gardé 84% de leur salaire. Et donc, c'est une possibilité qu'il faut renforcer encore.
que le Premier ministre a annoncé plusieurs mesures sociales pour accompagner les familles les plus fragiles avec une aide supplémentaire d'urgence de 150 € pour les familles qui sont bénéficiaires du RSA, mais je ne crois pas que ce soit ces familles qui aient mis leurs enfants dans les écoles privées, ou encore 100 € supplémentaires par enfant. Et donc, c'est du cas par cas. Je crois qu'il faut regarder les situations. Mais je ne suis pas sûre que ce soit la préoccupation première. D'autres questions, Camara? Oui, Madame la Ministre, concernant les collectifs de Mayotte, notamment ceux qui sont à Mayotte, ils ont demandé par rapport aux 2 millions qui vont être versés, en tout cas les aides qui vont être versées aux habitants, en tout cas aux familles les plus démunies, d'être associés parce ils ont fait le tour de Mayotte, ils connaissent aussi ces familles, notamment ces mamans. Est-ce qu'aujourd'hui, la demande qu'ils ont fait auprès du préfet, vous allez l'appuyer? Je ne sais pas je ne sais pas de quoi vous me parlez, donc soit vous précisez, soit... le collectif des citoyens de Mayotte, il y en a plein, mais le collectif qui est à Mayotte a demandé à ce que les aides par rapport aux familles les plus démunies, qu'ils soient associés directement parce qu'ils connaissent ces familles, ils ont sillonné Mayotte, ils connaissent en tout cas la plupart des quartiers où habitent ces familles en situation de précarité. Est-ce que la demande qu'ils ont fait auprès du préfet d'être associés, vous pouvez l'appuyer ou pas? Vous savez, c'est une proposition que le préfet, auquel le préfet va répondre, mais les mesures sociales telles que je viens effectivement de vous les définir, sur le 150 € et le 100 € par enfant, sont versés sans demande particulière directement aux familles et sans contrainte ni critères supplémentaires. Ça s'appelle la solidarité française dont on est tous fiers. Madame la Ministre, il y a également un autre secteur qui vous touche également. Je sais que vous êtes sensible à ça, notamment celui de la culture. Le collectif des arts confondus aurait envoyé à votre cabinet un communiqué sur la réalité économique et sociale actuelle des structures culturelles de Mayotte qui ne bénéficient pas des statuts pour les professionnels du spectacle, ainsi que les labels. À Mayotte, il n'y a pas d'intermittents du spectacle, ils n'ont pas d'indemnisation. Est-ce que là aussi, on peut imaginer pour ces gens du spectacle et du monde de la culture un fonctionnement différent? Tout à fait, je crois que c'est une question hyper pertinente et c'est ce que moi je permets également au préfet, c'est de regarder au cas par cas dans les territoires comment éventuellement des groupes de gens auraient échappé aux ordonnances et aux mesures qu'on a mis en place, oui, soit parce que ça n'existe pas au plan national et donc ça n'a pas été vu dans un premier temps, soit parce que les conditions à Mayotte font que c'est particulier. Vous savez, sur tout le volet culturel, le président a annoncé un plan également d'accompagnement parce que c'est pas les premières activités qui vont reprendre. Celles-ci vont encore souffrir un peu plus longtemps, on le sait, comme d'ailleurs le tourisme. Et du coup, il y a des plans d'accompagnement qui sont en cours de réalisation. Mais cette demande particulière, oui, je la retiens et oui, je souhaite que le préfet puisse y répondre et qu'on puisse trouver une réponse. Encore une question. Alors celle-là, elle revient souvent, Madame la Ministre. On a laissé les personnes qui rentraient de métropole, qui rentraient à Mayotte, être confinés chez eux. Les Mahorais qui sont à Madagascar, qui sont rentrés, ou les Mahorais qui sont à Anjouan, qui sont rentrés, eux sont confinés au RSMA. En quoi revenir de Majinga ou des Comores est plus dangereux, plus contagieux que revenir de Paris? Eh ben non, hein. Sachez que la quatorzaine, elle s'applique à tout le monde à partir d'une certaine date. Oui, il y a des gens qui sont rentrés avant le fait qu'on ait imposé les quatorzaines en collectif. D'ailleurs, regardez, c'est une mesure qui est aujourd'hui mise en avant par le Conseil scientifique et on l'avait mis en place avant à Mayotte. Donc d'ailleurs, on a eu la plupart du temps raison avant. On aurait bien voulu pouvoir complètement arrêter les choses, mais on a eu raison avant en mettant ces quatorzaines en place. D'abord à domicile, quand on pouvait garantir effectivement que on avait des conditions qui permettaient cette quatorzaine en individuel ou en famille si on voyageait ensemble. Et puis petit à petit, eh bien on a durci cette quatorzaine. Et il se trouve qu'au moment où on durcit la quatorzaine, il y a des gens qui arrivent de Madagascar, des Comores, de métropole. Hein. Il y a aujourd'hui des Mahorais qui sont bloqués en métropole parce que la quatorzaine aujourd'hui est complète, elle est installée dans le régiment du SMA et il faut que les premiers sortent pour que les deuxièmes rentrent. Regardez qu'il a fallu que les Mahorais arrivés de Madagascar puissent sortir. Pour moi, un Mahorais, c'est un Mahorais, hein, peu importe d'où il vient. Et il est traité de la même manière parce qu'il est porteur d'un risque. Et donc aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Tout le monde fera une quatorzaine
strictes, que ce soit les étudiants de mât qui arrivent de métropole ou que ce soit effectivement des Mahorais qui arrivent de Madagascar, des Comores, de la Réunion ou d'ailleurs. Camar, encore une question, l'avant-dernière. Parlons de nos pêcheurs, Madame la Ministre. Aujourd'hui, le préfet l'a clarifié, les moyens vont être renforcés pour lutter contre l'entrée des Kwassa, mais nos pêcheurs vont également devoir respecter point par point les règles qui sont imposées aujourd'hui. Est-ce que ces règles par rapport aux pêcheurs, pour différencier pêcheurs et Kwassa, vont être continuées, vont être poursuivies même après le confinement? Alors vous savez, là aussi, il y a une gestion territoire par territoire selon les différentes réalités. On n'a pas le même style de pêche à Mayotte qu'à La Réunion ou encore dans l'Atlantique. Les pêcheurs, d'ailleurs, les marins pêcheurs, les salariés, sont aujourd'hui éligibles au chômage partiel. Les patrons pêcheurs, eux, peuvent bénéficier des aides de 1500 €. Après, sur les conditions de pêche, les conditions de sortie en mer, etc., ce sont des décisions qui sont locales et qui s'appliquent à tous. On ne peut pas d'un côté dire il y a des règles, on ne voudrait pas les respecter, et d'autres demander à ce que tous les autres respectent les règles. Donc on essaye d'être juste, équitable avec tous et accompagner tous les métiers et les cadres de ces métiers, la rigueur quelquefois de certains métiers. Encore une question, Madame la Ministre. Emmanuel Macron a parlé de c'était pas pour tout de suite, la réouverture des frontières, peut-être même dans quelques mois. Seulement voilà, Mayotte est une petite île. Pardon, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de sortir parce qu'il y a de la famille à Madagascar, aux Comores, à la Réunion, en métropole, bien évidemment. Si ces frontières, même si avec la métropole c'est différent, mais si ces frontières sont fermées, ça veut dire quoi? Que même s'il y a le déconfinement, on ne pourra pas sortir de Mayotte? Alors, il y a plusieurs choses. Le président a parlé du 11 mai pour débuter, le début d'une nouvelle vie, avec effectivement toujours ces protections maximales pour que le virus ne circule pas, pour éviter la propagation. Et donc, sur la question des frontières, sur la question des vols, notamment, puisque les vols en direction de Mayotte, qui viennent de métropole ou d'ailleurs, aujourd'hui, ils ne sont pas possibles. Et le président a bien dit qu'il avait une vision aussi à juillet, donc ce sont des objectifs que nous avons conseillés aussi, comme d'ailleurs la ministre du Transport l'a fait, de bien déjà se dire qu'il n'y aura pas de vacances ou de moins de grands déplacements de transport et à chacun d'être vigilant parce que les annonces se feront les unes derrière les autres. Beaucoup d'organisateurs de voyages ont annulé, beaucoup de compagnies aériennes ont déjà annulé leurs différents vols. Le président a parlé de possibilité de se déplacer à l'intérieur de Schengen, donc de l'Europe. On voit bien que tout ça va s'affiner et non, clairement, on ne prendra pas l'avion demain matin pour revenir sur Paris de Mayotte. Alors, vous ne pouvez pas me demander de protéger l'île de tous les arrivées extérieures et en même temps de dire on peut sortir. Ce qui sort, il va falloir qu'il rentre. Et on ne connaît pas encore l'évolution suffisamment des choses. Le virus circule, mais la délinquance continue également, Madame la Ministre. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, on a vu avec des vidéos qui ont circulé sur Internet des jeunes qui ont caillassé des ambulances en situation d'urgence. Ça a été filmé, donc là c'est pas du fake news. Les policiers aujourd'hui sont occupés à contrôler les attestations. Il y a de plus en plus de personnes malades au sein des forces de l'ordre, les effectifs qui diminuent. Est-ce que l'armée va se retrouver également sur la route pour nous protéger? Alors écoutez, le préfet sur place effectivement coordonne avec la gendarmerie, la police, les militaires, l'ensemble des besoins qu'a le territoire pour faire à la fois tourner l'opération de protection de nos frontières avec les opérations en mer pour arrêter les Kwassa, mais aussi la sécurité à terre, mais aussi le contrôle du confinement. Oui, d'ailleurs, un certain nombre de militaires sont arrivés sur le territoire en renfort, vous le savez, avec le navire Mistral il y a quelques jours. C'est à peu près 67 militaires supplémentaires qui sont arrivés. Alors plutôt pour aider bien sûr à la distribution alimentaire, sur le volet eau, sur l'encadrement peut-être des marchés, sur le SMA qui est rouvert. Il y a des forces sur le territoire. Ce
qui est désolant, mais vous le savez, et nous l'avons connu lors de la crise de 2018, et d'ailleurs Mayotte connaît depuis très longtemps une délinquance très forte d'une jeunesse en déshérence, d'une jeunesse violente. Je l'ai dit déjà, il y a une responsabilité aussi de l'ensemble du territoire en la matière. Oui, malheureusement, à Mayotte, c'est le lieu où les gendarmes, les policiers sont le plus caillassés, les ambulances aujourd'hui, les pompiers, c'est quelque chose qui me met toujours en colère. Nous essayons de donner davantage de moyens pour lutter contre ce fléau, mais là aussi, peut-être que le retour à l'école permettra aussi, dans certains cas, d'apaiser les choses. Pierre. Madame la ministre, bonsoir. Avant de développer le reste de cette édition spéciale, une dernière question. On vous voit depuis tout à l'heure sur des images. On voit que vous êtes venu à plusieurs reprises à Mayotte. On vous voit serrer des mains, on vous voit dans des accolades, on vous voit embrasser des personnes. Vous êtes très proche de la population. Aujourd'hui, ça fait des semaines qu'on ne voit plus ces scènes en métropole à Mayotte. Comment vous voyez l'après-Covid-19 quand on sera sorti de cette crise qui risque de faire de gros dégâts? Comment vous imaginez cet après à Mayotte? Alors ce sera difficile à Mayotte comme partout. Ce sera difficile à Mayotte parce que c'est une société solidaire. Ce sera difficile à Mayotte parce que c'est une société où on est très vite adopté et où effectivement l'ambiance fait qu'on a envie de se serrer dans les bras. Mais ce ne sera pas possible. Et ça va faire, et il faut se préparer à ce que ce soit pas possible pendant plusieurs mois. Tant qu'on ne retrouvera pas un vaccin, tant qu'on n'aura pas un traitement, on devra continuer à appliquer les gestes barrières. D'ailleurs, on le voit déjà, hein, les gens ils font un pas de côté, ils sont plus, ils s'éloignent davantage de la personne avec qui ils peuvent échanger si professionnellement c'est une nécessité. Et bien, on vivra de cette manière-là. Dans certains cas, d'ailleurs, on portera des masques dans les transports en commun, dans d'autres lieux, sans doute. On devra apprendre à vivre comme ça tant qu'on n'aura pas effectivement la possibilité de lutter définitivement contre ce virus. Moi, je voudrais dire que le déconfinement, il faut le gagner. Et je reprends une phrase du préfet de Mayotte, il faut le gagner. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait tout fait pour ralentir le virus et faire en sorte qu'il ne se déploie pas sur Mayotte, ni par des arrivées de l'extérieur, ni par des comportements sur l'île qui ne respecteraient pas les règles, les gestes barrières. Merci beaucoup, Madame la ministre, d'avoir accepté de répondre à nos questions sans détour. Vous avez répondu à toutes nos questions et notamment aux questions des auditeurs, des téléspectateurs et des internautes de Poésie. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors, merci à vous. Permettez-moi effectivement de dire aux Mahoraises et aux Mahorais que j'ai toute confiance en eux. Je sais combien eux aussi sont mobilisés, sont solidaires, tentent de faire avec cette situation comme tout le monde, c'est-à-dire de la résilience. Les territoires d'outre-mer, vous savez, sont résilients. Et je suis sûre qu'on arrivera à dépasser cette crise. Mais on ne peut pas la dépasser seul. On va la dépasser parce que l'État, les élus, les populations, les associations, les mouvements religieux sont également présents et solidaires pour qu'on apporte des réponses tous ensemble. L'État sera aux côtés de Mayotte, comme l'État est aux côtés de Mayotte depuis que je suis à la tête de ce ministère. Je n'oublie pas Mayotte. Je suis d'ailleurs très très souvent en liaison avec le préfet et l'ARS de Mayotte. Merci à tous. Merci beaucoup et on vous dit à très bientôt. Messieurs, merci pour cette interview, je le rappelle, exclusive de la ministre des Outre-mer. On avait d'autres questions, hein, évidemment, il y avait d'autres questions d'auditeurs. On voulait parler politique aussi un petit peu, on voulait parler des municipales notamment. Des municipales, évidemment. Mais bon, on sollicitera à nouveau la ministre des Outre-mer. Elle acceptera à nouveau de répondre à nos questions parce qu'on est en confinement encore pour quelques semaines. Elle l'a bien dit que ça risque de durer. Le 11 mai, c'est pas fini non plus. Donc on aura peut-être l'occasion de la voir à nouveau sur ce plateau et pour parler cette fois-ci des élections. Petite réaction en tout cas parmi nos internautes. On remercie d'ailleurs ceux qui nous ont suivis via le live Facebook, mais beaucoup de réactions par rapport à sa réponse au non-confinement au non-respect du confinement, quand elle dit qu'à Mayotte on respecte. Et là, ça s'est enchaîné et c'est parti en vrille dans le live Facebook. On en parlera demain matin. Effectivement, on en parlera dans nos prochaines émissions. Il est temps à présent de développer les sujets qui font l'actualité locale. Éducation d'abord, le président de la République a annoncé une reprise de l'école progressive
dès le 11 mai, on l'a évoqué précédemment, mais de nombreux parents, enfants, professeurs, mais aussi et surtout représentants syndicaux se soulèvent pour dénoncer le péril à venir. En effet, à Mayotte, les conditions sont loin d'être réunies pour reprendre le chemin des classes dans un mois. Ce matin, nous recevions sur notre plateau les représentants de la FSU. Au montage, Leslie Vumenet. Une dangereuse aberration. Voilà comment beaucoup considèrent l'annonce du chef de l'État d'une reprise progressive des cours à partir du 11 mai prochain. Pour le secrétaire départemental du SNUPP-FSU, tout cela n'a pas de sens. Rappelons que l'ordre des médecins qui est opposé à cette réouverture à la mi-mai. Vous comprenez? Donc il y a quand même quelque chose qui surprend, qui n'est pas logique. On ouvre des écoles, mais parallèlement, c'est pas encore fait, hein, non, mais là, en tout cas, l'objectif, on a bien compris que pour Macron, en fait, il faut relancer l'économie, il faut renvoyer les adultes au travail, mais pour cela, il faut que les enfants, ils soient gardés par les enseignants. C'est pour cela que comment on va nous mettre en danger. Et effectivement, l'option droit de retrait, grève et tout cela, c'est en train d'être étudié. On attend, nous, en tout cas, au SNUPP, on attend encore quand même voir ce qu'ils vont nous proposer comme solution magique. La menace est d'ores et déjà brandie, d'autant que d'ici le 11 mai, l'épidémie pourrait atteindre son pic et que les tests ne pourront pas couvrir l'ensemble de la population scolaire. Le CHSCT ministériel, l'hygiène et de sécurité ministérielle a préconisé que tout le monde soit testé avant l'ouverture, n'importe quel jour. Tout le monde, c'est-à-dire tous les enseignants et élèves. Ça veut dire qu'il faudrait tester déjà au moins 100 000 personnes, grosso modo. Et nous vous rappelons que le président, lui, contrairement au CHSCT ministériel, a dit que non. On ne testera que les personnes qui présenteront les symptômes. Donc, en contradiction. Là, il y aura un problème. On nous dit, par ailleurs, le Conseil scientifique Covid-19 nous dit l'outre-mer, je lis, va connaître une aggravation du Covid-19 sous 2 à 4 semaines. Selon le Conseil scientifique. Pour Mayotte, on parle d'une explosion épidémique et d'une paralysie du système de santé. Donc écoutez, quand on lit ça, c'est évident que la date du 11 mai, ça fait quoi? C'est dans 4 semaines. Ça veut dire que dans 4 semaines, on risque d'être au maximum. Et là, tout d'un coup, on dit on reprend. Pour le secrétaire départemental du SNES-FSU, les préalables ne seront jamais réunis le 11 mai prochain et les cours risquent de ne jamais pouvoir reprendre sur le département. Ça ne sera pas le 11 mai, parce que alors il faut adapter, comme disait, il faut du savon, il faut des points d'eau. Ouais. On n'a pas assez de points d'eau non plus dans les établissements. On va demander à des élèves de se laver les mains alors qu'il y a 2 points d'eau, deux pauvres points d'eau avec peut-être un peu de savon, mais c'est même pas sûr. Le gel hydroalcoolique, le respect, le lavage des mains, tout ça demande une éducation aussi en soi. Parce que c'est pas évident non plus, parce qu'il faut pas se laver les mains en passant l'eau. Après, le président de la République a dit aussi que le 11 mai, c'était un objectif. C'est pas forcément une réalité. Non, mais justement, la désinfection, la question de la désinfection des établissements. Parce que c'est tous les jours. Les établissements sont en sureffectif. Ça veut dire qu'il faudra donner des sens de circulation pour respecter les distances de sécurité. Comment on va faire pour respecter dans des établissements où vous avez le double qui accueillent le double de la capacité initiale? Les syndicats préconisent une reprise à la rentrée prochaine, le tout avec des moyens très renforcés pour rattraper les retards et combler ceux liés au manque de moyens dans l'éducation nationale à Mayotte. Éducation, toujours, nous l'avons évoqué avec la ministre, 4000 étudiants mahorais sont actuellement confinés en métropole. Ils n'ont pas pu rejoindre Mayotte depuis le début de la crise et leurs conditions de vie seraient de plus en plus difficiles. Selon le collectif des citoyens de Mayotte, les témoignages se multiplient et l'inquiétude est réelle, en effet, loin de leur famille, parfois seuls dans des résidences universitaires et sans argent. Il est urgent de leur venir en aide. Écoutons plutôt Estelle Youssoufa lors de la matinale de Kwesi. Le gouvernement a demandé aux étudiants métropolitains qui sont en cité universitaire de tous rentrer chez eux. Et il a demandé aux étudiants ultramarins, par contre, de rester chez eux, de rester dans les cités universitaires qui ont donc été totalement désertées, qui n'ont plus de restauration collective, il n'y a pas de cours. Donc ce sont des cités universitaires qui sont complètement désertes, il n'y a plus de personnel administratif. Et vous avez ces quelques étudiants ultramarins, dont des Mahorais, qui sont restés et qui sont tout seuls dans des bâtiments
vides, donc ça pose un problème pour leur sécurité, qui ont beaucoup de mal à aller pouvoir s'alimenter, puisqu'il n'y a plus la restauration collective subventionnée, que le petit magasin de la CTU est fermé. Mais dans et ce la cas... communauté étudiante mahoraise a subi depuis le début de l'année scolaire 6 suicides. On sait que les jeunes étudiants mahorais sont particulièrement vulnérables au dépaysement et qu'il y a une grande détresse. Il faut que ces jeunes puissent rentrer. Et direction la Martinique maintenant, autre département ultramarin fortement touché par l'épidémie. Comme à Mayotte, les moyens manquent et depuis 2 semaines, une caserne de pompiers située à Rivière-Salée prend en charge des patients présentant des signes d'infection au Covid-19. Certains soldats du feu ont décidé de rester à la caserne pour leur propre sécurité et celle de leur famille. Je vous propose de regarder ce sujet réalisé par nos confrères de TF1. Depuis 2 semaines, cette caserne ne prend plus en charge que des patients présentant des signes d'infection Covid-19. Choisie, car stratégiquement placée sur le territoire, elle permet aux sapeurs-pompiers et aux 3 véhicules spécialement équipés de secourir les malades sur l'ensemble de la Martinique. Idriss fait partie des soldats du feu qui se sont portés volontaires pour s'engager et se former à cette lutte contre le coronavirus. Un sacrifice nécessaire pour la jeune femme qui a accepté de se couper de ses proches afin de ne pas les mettre en danger et de rester en quarantaine à la caserne le temps de la mission. C'est sur un laps de temps, c'est pas sur un temps indéterminé, donc on peut bien faire l'effort pendant 15 jours de couper court avec la famille, déjà pour notre propre sécurité, mais aussi pour leur sécurité. Ce soir-là, les pompiers sont appelés pour une femme âgée de 85 ans, présentant une détresse respiratoire sévère, comme plus d'1 patient sur 2 pris en charge par le centre depuis le début de l'épidémie. Alors on met le rideau, s'il y a quoi que ce soit, vous nous dites, d'accord ? Placée sous oxygène, la souffrante est acheminée jusqu'au CHU à Fort-de-France. Donc essayez de garder le maximum de temps, d'accord ? Les sapeurs-pompiers de ce centre ont réalisé plus d'une centaine d'interventions en 15 jours. La Martinique compte pour l'heure 159 cas biologiquement confirmés de coronavirus. Moins d'une vingtaine sont hospitalisés en réanimation. Et je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment Sud Santé Sociaux qui tire la sonnette d'alarme face à la dengue ou encore l'association Oulangana Nyamba qui partage son tuto tortue. Au montage, Leslie Vimonet. Selon le syndicat Sud Solidaire Santé Sociaux, l'arrivée du Covid-19 sur le département a complètement fait oublier, je cite, l'échec total de la politique publique sanitaire de l'État sur la gestion de l'épidémie de la dengue, toujours en cours à Mayotte. À croire les témoignages de la population, très probablement plus de la moitié des habitants du territoire auraient attrapé le virus. Alors que Mayotte compte 10 fois plus de patients dépistés positifs à la dengue par rapport au Covid-19 et une dizaine de décès reconnus liés à l'épidémie, la détresse de la population passe sous silence. Le syndicat demande une mobilisation générale de l'ensemble des moyens disponibles sur l'île afin de combattre réellement les 2 épidémies. Sud Solidaire exige notamment une transparence totale sur la gestion de la crise de la dengue et une publication de bulletins journaliers de l'épidémie au même titre que le Covid-19. Le 15 avril, un message à caractère diffamatoire a été publié sur le réseau social Facebook et retransmis sur des groupes à forte influence. Selon la mairie de Chirongui, ce message portait atteinte à la réputation du docteur Roussin, spécialiste en médecine générale qui officie dans le cabinet médical de Mramadoudou. La maire de la commune, Roukia Lahadji, ajoute, je cite, « Dans ce contexte de crise sanitaire où chaque professionnel de santé s'implique avec force et abnégation auprès des patients, il est très regrettable de lire une telle mise en cause, surtout vis-à-vis d'un médecin qui prouve au quotidien son attachement au bien-être des habitants du Sud. Je partage la douleur des familles pour qui la perte d'un proche dans ce contexte est encore plus difficile, mais dans cette période sombre, j'en appelle à l'apaisement. Nous devons tous nous efforcer de porter haut et fort les valeurs de fraternité, de solidarité, de tolérance et de respect mutuel. L'association Oulangana Nyamba rend ses connaissances sur les tortues marines accessibles à tous en les partageant en ligne durant la période de confinement. L'association lance son tuto tortue pour maintenir ses actions de sensibilisation auprès de la population de Mayotte avec les moyens existants.
Le tuto tortue est une série de 25 vidéos de sensibilisation que l'association Oulangana Nyamba met à disposition de tous. L'objectif majeur de cette initiative est le partage de connaissances avec l'ensemble de la population de Mayotte pour sensibiliser les tout-petits et les grands à l'importance de préserver notre riche lagon et ses habitants, dont les tortues. Chaque semaine jusqu'à la fin de cette année scolaire, l'association rendra accessible de nouvelles petites vidéos sur sa chaîne YouTube. Les vidéos sont destinées à tout le monde gratuitement. Il suffit de suivre le lien de la chaîne YouTube de l'association. Et c'est ainsi que s'achève cette édition spéciale. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. D'ici là, restez chez vous. Excellente soirée sur Kwesi.